Jacques Isnard, bonjour. Vous venez de publier chez Vérone Le diable aujourd'hui parle anglais. Alors, on comprend en lisant cet essai que vous parlez d'une culture hégémonique de la langue anglaise. Quelles en sont les conséquences culturelles? Elles tiennent en un mot, l'uniformité. Ça veut dire que toutes les autres cultures qui ont comme vecteur une langue différente vont être reléguées au deuxième ou au troisième plan et qu'on va avoir Mickey Mouse. Bon, bien sûr, il y a eu des auteurs célèbres, Shakespeare, Steinbeck, Hemingway, etc. Hein, je ne veux pas diminuer la culture anglo-saxonne à ce point, mais vu l'état intellectuel de notre société aujourd'hui, c'est plutôt Mickey Mouse vers laquelle on se diriger. Donc ça veut dire que c'est cette culture-là qui va s'imposer, c'est-à-dire que tout le monde va parler anglais et tout le monde va vouloir se répandre dans cette culture et négliger les autres. Donc c'est pas bon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette hégémonie, ce serait une forme moderne d'impérialisme, c'est-à-dire qu'on pourrait dire d'une certaine manière une guerre à bas bruit. Il faudrait que vous nous donniez quelques exemples dans plusieurs domaines. Maintenant, les empires ne se construisent plus, sauf exception, sur des guerres avec des victimes, des soldats, des armées constituées, mais c'est plutôt, effectivement, je reprends l'expression, à bas bruit. Par exemple, maintenant, on peut très bien gagner une bataille sur le terrain et la perdre aux 20 heures le jour même parce que l'information, ou plutôt la désinformation, est passée par là. Il suffit de voir la manière dont la France s'est faite expulser d'Afrique. C'est un cas d'école de manipulation, de désinformation réussie de la part de la Russie. On peut voir aussi le domaine du cyber. Et Dieu sait si ça nous a fait mal quand des hôpitaux, par exemple les systèmes informatiques d'hôpitaux chez nous, ont été attaqués. Hein. C'est une autre forme de guerre, ou quand des entreprises sont rançonnées, c'est une autre forme de guerre. Voilà deux exemples concrets. On pourrait y ajouter le spatial, on pourrait ajouter la concurrence technologique, etc. Mais, et bien entendu, la langue. Parce que la langue, c'est le vecteur de la pensée, c'est le vecteur, c'est l'âme d'une culture. Hein. C'est quels sont en fait les dangers d'une société alignée sur les standards anglo-saxons? On va citer un autre exemple tiré des Écritures, hein. C'est le veau d'or. À savoir que la culture anglo-saxonne a peu de choses d'humanistes. On s'est fait un Dieu bien gentil, aseptisé, lyophilisé, pasteurisé, qui décrit la réussite matérielle comme une bénédiction. Hein. Donc ce Dieu-là, on en veut bien. Sinon, l'autre, on l'a chassé parce qu'il gêne, il dérange, il empêche de crapuler en rond. Hein. Et donc, on a affaire à une culture qui privilégie l'argent comme valeur suprême au détriment de l'humanisme qui est le fondement normalement de notre société. Voilà. Face à ces dangers, comment l'Europe pourrait réagir? Je vais être provocateur en se dissolvant, tout au moins dans la forme qu'elle a actuellement. Parce que l'idée européenne en elle-même, elle est géniale. Il faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin d'une Europe. La dernière fois que dans cet espace géographique, on a œuvré ensemble, on a même eu le même vecteur linguistique de communication, c'était le latin à l'époque de l'Empire romain. Depuis, on n'a que des mésaventures, voire des entreprises de suicide collectif pendant les deux dernières guerres mondiales, par exemple. Donc, l'Europe en tant que telle, oui, c'est une belle idée, mais pas l'Europe des marchands, hein, telle que je l'ai décrite à l'instant. Quand on voit, par exemple, que
L'anglais reste dans cet espace européen la langue de travail, la langue de référence, alors qu'il n'y a plus qu'un peuple qui l'utilise et encore concurremment avec une autre langue officielle, c'est l'Irlande. Donc c'est pas un peuple dominant en Europe malgré tout. Hein. C'est pas lui qui fait les gros bataillons. Eh bien, ça décrit l'Europe de manière très concrète. C'est une Europe des marchands. Et ça nous conduit tout droit dans le mur. Enfin, ça nous conduit, ça nous a fait déjà rentrer dans le mur. Hein, on y est dans le mur. Alors, ma question, c'est comment réagir? La réponse, c'est en la réinventant. Donc, la réinventer, ben, il y a deux manières de le faire. Hein. Soit la quitter et la reconstruire, soit l'amender. L'amender, j'y crois pas beaucoup. Il y a trop de gens qui ont des intérêts financiers, corporatistes, qui veulent pérenniser l'Europe telle qu'elle est. Je crois que dans les circonstances actuelles, peut-être elle va se déliter d'elle-même. Quand on voit par exemple Madame Ursula? la présidente qui négocie avec Donald Trump des droits de douane à 15% au nom des Européens, et dans la foulée, le gouvernement français qui dit que c'est une catastrophe, ça montre bien que cette Europe-là n'est pas parvenue à une unité. On a trop de gens qui tirent à vue et à dia, chacun dans leur sens, et cette Europe-là ne fonctionne pas. Et elle fonctionnera d'ailleurs de moins en moins. Alors maintenant, on va essayer de terminer par la France. La France, est-ce qu'elle pourrait inventer un modèle de résilience? Est-ce qu'il y aurait des pistes? Et j'aimerais que vous nous fassiez quelques suggestions pour que la France ne soit plus en tutelle hégémonique de cette culture anglo-saxonne. Eh bien déjà, il faudrait qu'elle se rétablisse à l'intérieur. Et on a trop de Français qui se sont rendus coupables de détestation de la France. La première chose à faire, c'est de faire aimer la langue française aux Français, qu'ils la reconquièrent, parce qu'actuellement le français ne maîtrise plus sa langue à l'écrit et parle la langue avec un vocabulaire de plus en plus réduit, qui se réduit à l'utilitaire. Donc qu'on refasse aimer le français et les grands classiques littéraires aux Français eux-mêmes, qu'on leur fasse aimer le pays aussi. Parce qu'à coup de repentance, à coup de heures sombres de notre histoire, bien sûr qu'elles existent, ces heures sombres de notre histoire, mais il y a aussi des heures lumineuses, il y a aussi des heures glorieuses, hein, et qu'on estompe actuellement de manière systématique. D'ailleurs, on n'apprend même plus l'histoire, on apprend des moments d'histoire à nos enfants à l'école. Donc ça, c'est la première chose à faire. Refaire la cohésion de la société autour de cette notion de nation, de langue, de culture. Et Un. retour de la chronologie. Et autour de la chronologie, bien entendu, hein, parce que là, avec l'apprentissage de moments de culture, on ne la maîtrise plus. Donc on ne sait plus d'où on vient. Et donc si on ne sait plus d'où on vient, on ne sait plus qui on est. Et si on ne sait plus qui on a du mal, évidemment, à se projeter dans l'avenir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, à l'international, il faut se souvenir que notre pays a toujours revendiqué à l'international une place particulière. Il se revendique le siècle des Lumières, il a eu toujours une position qui l'a fait inventer ou réinventer ou remettre au goût du jour la démocratie, Montesquieu, les Lumières, la séparation des trois pouvoirs, enfin tout un tas de notions qui font de la France un pays particulier.
ben, faut le rester, ce pays particulier. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut parler, on peut, je dirais pas donner des leçons, non, non, surtout pas. C'est une grosse tentation française, il faut s'en tenir à distance. Mais on peut avoir un discours différent. Et ce discours différent, ça peut très bien aujourd'hui dénoncer des excès, par exemple, ce n'est qu'un exemple, hein, de M. Trump et de son gouvernement. Demain, dénoncer des excès, des, je vais dire, quand même quelque chose d'assez réaliste, mais enfin allons-y, hein, des Chinois au Xinjiang, par exemple, ont dénoncé ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, hein, mais ne pas s'aligner servilement sur la position des uns ou des autres. C'est ça la vocation de la France. Et tout ça vu au travers d'un prisme. Et ce prisme, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'humanisme. Cet humanisme gréco-latin dont nous avons hérité et qui fait les fondements de notre société. Merci Jacques Isnard d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage, cet essai qui donne des pistes pour rétablir la lumière de la France, d'abord dans la France et même dans le monde.